Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup pour cette invitation en nos deux noms à venir présenter le droit européen de l'intelligence artificielle. Cette séance s'inscrit très clairement dans le prolongement de la séance introductive donnée par Benoît Friedman qui présente les différents types d'algorithmes et aussi dans celle donnée par David Restrepo à Marie-Lès la semaine dernière où il nous a expliqué les différents law jobs, les différents usages, le futur de l'intelligence algorithmique et avec sa théorie du grand remplacement algorithmique qui nous attend pour le meilleur et pour le pire avec toutes les nuances qu'il a pu donner la semaine dernière. Donc on ne revient pas sur finalement ces bases de compréhension sur lesquelles l'Union européenne a construit une proposition de règlement en avril dernier que nous allons tenter de vous présenter de la manière la plus claire possible, bien que ce soit évidemment très difficile de commenter un texte aussi long et qui n'est pas encore arrivé à l'issue de sa procédure législative. Je dois dire également que ce travail est le fruit d'un travail d'équipe. Nous sommes 4 à travailler sur ce projet, donc Louise et moi qui présentons aujourd'hui, mais également Laura Seriti, qui est une économiste et spécialiste d'affaires européennes, ainsi que Sergi Battle, qui est juriste et informaticien, ainsi que grand spécialiste des questions liées au RGPD. Et donc, si le débat glisse d'ailleurs sur ces questions-là, nous n'hésiterons pas à lui donner la parole pour qu'il puisse nous éclairer de son expérience de plus de 20 ans de l'informatique et du RGPD depuis son entrée en vigueur. Cela étant dit, un petit point sur l'importance socio-économique croissante de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Comme vous pouvez le voir, les prévisions font état d'une augmentation de 500% au cours des 5 prochaines années et selon l'UNESCO, aboutirait à la création de plus de 3 millions de nouveaux emplois. Au-delà de ce constat mondial, au niveau de l'Union européenne, l'intelligence artificielle représente un potentiel économique très important puisque seulement 7% de toutes les entreprises de l'Union européenne, comptant plus de 10 employés, utilisent des applications liées à l'intelligence artificielle en 2020. Donc c'est assez bas finalement pour un marché qui est particulièrement mature. Et on voit lorsqu'on on regarde de plus près ces chiffres, qu'il y a des disparités très importantes au sein de ce marché intérieur, puisque l'Irlande et Malte sont les deux bons élèves de la classe sous cette perspective, puisque 23 et 19% de ces PME, de ces entreprises utilisent l'intelligence artificielle, alors que d'autres États comme la Lettonie ou la Hongrie ou la Slovénie ne sont qu'à 2%. Et j'ai été assez étonné avec Louise en préparant cette conférence de voir ce que la BEI avançait comme chiffre en termes de vivier de talents. Elle dit pourtant, l'Union européenne compte de nombreux chercheurs, de nombreux talents en son sein, qui représentent finalement presque le double, plus du double de ce que la Chine aurait comme talent et la moitié de plus que les États-Unis. Donc il y a un gros potentiel de croissance, il y a des belles opportunités à saisir pour l'Union européenne. Alors, ici, il faut introduire un mot de passe iCloud qui bloque le tout. Donc ça, c'est toujours la joie du annuler. Voilà. Au-delà de cette importance économique croissante, on voit qu'en réaction à cela, on a eu un double mouvement. Un premier mouvement, c'est de nombreux référentiels, recommandations éthiques qui pullulent un peu partout. Je vous en ai identifié peut-être les plus importantes. Le Conseil de l'Europe, en 2019, a créé un comité ad hoc sur l'intelligence artificielle, qui est très souvent cité dans les textes, qui est une source d'inspiration importante et qui produit de nombreux documents à caractère plutôt éthique sur les bonnes pratiques. Vous avez l'OCDE qui n'est pas en reste, qui a publié et qui s'est mis d'accord sur les principes de l'intelligence artificielle, qui a été adopté récemment par 42 pays et qui a été mis à l'ordre du jour du G20, qu'il a dans une certaine mesure validé. Et enfin, même l'UNESCO
a publié des recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle tout récemment, en 2021. Donc vous voyez qu'au niveau des organisations internationales, ils ont pris conscience de cette importance de l'intelligence artificielle et ont voulu produire des documents de référence éthiques à destination principalement des gouvernements pour que, lorsqu'ils vont réglementer, ils s'inspirent de ces bonnes pratiques. En parallèle, finalement, à cela, on voit qu'il y a eu un deuxième mouvement qui est un mouvement de production de normalisation technique. Un mouvement de normalisation technique, ce que nous avons constaté d'ailleurs dans nos chantiers du droit global au Centre Perelman de Tristan, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de loi ou ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traité que forcément il n'y a pas de normes, que du contraire. Le vide normatif fait peur et en fait les acteurs produisent des normes d'autres types afin de remplir ce vide normatif. Et ici, c'est la normalisation technique qui joue ce rôle. Benoît Friedman, dans son article, identifiait à juste titre donc cet Institute of Electrical and Electronics Engineers, qui est l'équivalent de l'ISO pour les questions électroniques et électriques, qui a produit cette norme P7000 que j'ai eu le plaisir de consulter, qui est particulièrement longue et particulièrement lourde à lire, et qui est une norme qui ne dit finalement pas grand-chose sur l'éthique, mais c'est principalement des procédures que les organisations ou que les fabricants devraient mettre en place afin d'intégrer une dimension éthique centrée sur l'humain à leur logiciel d'intelligence artificielle. Donc on est ici sur une norme très procédurale qui, quant à elle, doit encore se décliner en de très nombreuses autres normes techniques produites par la même institution concernant des aspects plus particuliers, par exemple sur la cybersécurité ou quoi que ce soit, qui sont actuellement en cours de préparation. Il y a 14 normes actuellement en cours de préparation sur ces différents aspects. L'ISO n'est évidemment pas resté en reste, et je me tourne vers la spécialiste de la question, puisque il y a quelques années, ils ont déjà mis en place un sous-comité technique qui était dédié et qui est toujours dédié à l'intelligence artificielle, qui y travaille depuis déjà un certain temps, puisque aujourd'hui, il y a 10 normes qui sont publiées, c'est-à-dire qu'il y a eu un consensus et qui sont donc en vigueur, ou que dont les acteurs peuvent se saisir pour leur application, et il y a au moins 25 normes actuellement en cours de discussion. Donc vous voyez ce double mouvement entre l'éthique et la normalisation technique. Alors, nous aimons beaucoup au Centre Perelman ce genre de carte, et le think tank qui s'appelle Oxford Insight a fait une analyse de 160 pays à travers le monde pour voir si l'environnement, finalement, l'environnement mis en place par les gouvernements dans ces 160 États était favorable ou non à l'intelligence artificielle. C'est une démarche qui est très proche de celle que vous connaissez sans doute tous et sur lesquelles on peut revenir si vous le désirez, de Doing Business. C'est quels sont les environnements propices au développement d'intelligence artificielle. On aide les fabricants, les développeurs, les utilisateurs à savoir les endroits du monde où c'est particulièrement propice. Alors, pour aller un peu plus dans le détail de cette carte, on voit que le numéro 1 du classement sont les États-Unis, suivi par Singapour et ensuite le Royaume-Uni, c'est le top 3. On voit que Oxford Insight a identifié que 40% des 160 pays sont en train de rédiger des stratégies nationales en matière d'intelligence artificielle. Alors, je suis remonté dans le temps et j'ai repris la carte de 2017, où en 2017, il n'y avait qu'un seul pays. Donc vous voyez la progression, la Corée du Sud qui développait une politique nationale. Donc vous voyez qu'en 5 ans, enfin en 4 ans même, on est passé de un seul pays à 40 pays qui développent leur propre stratégie nationale. Je pense que ce chiffre est parlant. Et on voit que peut-être, à la différence de la carte Doing Business, l'Asie du Sud-Est est particulièrement présente dans ces politiques réglementaires. Ils sont particulièrement forts puisque un quart des 20 premiers classés viennent de cette région du monde.
Cela étant dit, après ce rapide passage en revue de la situation globale, qui n'était pas le propos d'aujourd'hui, mais je pense qu'il est important de poser le contexte, nous allons vous parler maintenant d'Europe. Alors, avant de vous présenter la réglementation en tant que telle, je pense qu'il faut dire combien l'Europe a mené une stratégie numérique importante, majeure, depuis la commission Juncker en 2015. C'est à ce moment-là où le numérique est devenu une priorité manifeste de l'Union européenne. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le commissaire en charge des affaires numériques était le commissaire allemand, ce qui, dans le langage de la Commission, est important. C'est un des États membres, un des grands États membres, le plus grand État membre, à qui on confie ce portefeuille-là. Ça montre bien l'importance symbolique que Juncker a voulu donner à sa stratégie numérique. Alors, cette commission Juncker a œuvré dans beaucoup de sens. C'est sous cette commission Juncker qu'il y a eu le RGPD, c'est sous la commission Juncker qu'il y a eu la réforme des droits d'auteur à l'ère numérique, c'est sous la commission Juncker qu'il y a eu la suppression des droits d'itinérance qu'on appelle en Belgique le roaming. Ce sont, à mon avis, les trois réalisations majeures de la Commission, mais il y en a bien d'autres. Ça, c'est la stratégie numérique. Concernant l'intelligence artificielle en tant que telle, en 2016, la Commission Juncker identifie part du constat que ça ne va pas. Il y a une opacité de l'intelligence artificielle quant à son utilisation. C'est pourtant un enjeu d'importance économique majeur pour le marché intérieur et il y avait, et il y a toujours, enfin maintenant moins, mais il y avait un risque de fragmentation, c'est-à-dire que certains États membres allaient peut-être légiférer sur ces questions et donc créer des cadres réglementaires différents au sein de ce marché intérieur qui, selon les termes du traité, est un espace sans frontières intérieures. Et donc ça risquait que les utilisateurs et les producteurs soient confrontés à des cadres réglementaires différents au sein de ce marché unique. Et donc, en 2016, la commission Juncker en arrive à dire c'est un momentum régulatoire, il faut agir absolument, et il faut agir vite pour bénéficier des avantages du premier décideur. C'est-à-dire que la première grande puissance économique qui met en place un cadre de règles a plus de chances de voir son cadre réglementaire rayonner au-delà de l'entité géographique qu'il représente et d'être l'exemple qui sera suivi aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est ce constat déjà en 2016. En 2018, la Commission publie une communication où elle va un peu plus dans les détails et soutient l'idée de développer l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle accompagne le développement du marché intérieur, le développement socio-économique de l'Europe. Et elle aboutit à la conclusion suivante, il faut donner à cette intelligence artificielle d'une part un cadre éthique et d'autre part un cadre juridique. Ces choses faites, en 2019, la Commission crée un groupe d'experts, High Level Expert Group, qui va se réunir depuis donc 2019, qui continue de fonctionner et qui va produire des lignes directrices qui sont résumées autour de 7 thématiques qui sont, pour être plus précis, la question que l'humain doit être au centre du dispositif et il faut que l'humain garde le contrôle. Il faut également une robustesse et une sécurité de l'intelligence artificielle. Il faut donc des algorithmes qui soient suffisamment sûrs, fiables et robustes pour gérer les erreurs et les incohérences, nous disent ces lignes directrices. Bien sûr, le respect de la vie privée et la gouvernance des données. Les citoyens doivent avoir la maîtrise totale de leurs données personnelles et que ces données personnelles qui les concernent ne soient pas utilisées contre eux à des fins préjudiciables ou discriminatoires. Enfin, le principe de transparence, qui est compris ici sous la traçabilité des systèmes d'intelligence artificielle, doit être assuré. Des grands principes horizontaux de l'Union européenne tels que la diversité, la non-discrimination et l'équité, bien sûr. Le bien-être social et environnemental, c'est-à-dire soutenir des évolutions sociales positives et renforcer
la responsabilité écologique. Et enfin, dernier principe, l'accountability, la responsabilisation, c'est une obligation de rendre des comptes pour ceux qui mettent en place des systèmes d'intelligence artificielle. Donc ici, ce sont des grands principes à valeur générale, plutôt éthiques, mais qui vont inspirer la Commission lorsqu'elle rédige sa proposition de règlement. La Commission Juncker termine en décembre 2019, ou en tout cas plutôt la Commission de Ursula von der Leyen prend place à partir de décembre 2019, et là, le ton, non pas qu'il change, mais se renforce. Ursula von der Leyen veut faire du numérique une priorité absolue. Elle s'engage même à déposer une proposition de règlement dans les 100 jours du début de son mandat, et elle met vraiment très fort l'accent sur cette question. La proposition de règlement n'a pas eu lieu dans les 100 jours, mais par contre, à peu près dans les 100 jours, la Commission a proposé une stratégie numérique, façonner l'avenir du numérique en Europe autour de 3 piliers. La technologie au service des personnes, une économie numérique juste et compétitive, et une société ouverte, démocratique et durable. En février 2020, cette stratégie s'accompagne d'un livre blanc. Ici, c'est un document qui est très important pour nous parce que c'est vraiment la source d'inspiration directe du règlement. Ce livre blanc pose tous les principes que nous retrouvons dans la réglementation qui sera publiée une bonne année plus tard. La Commission a également accéléré le mouvement à un moment parce qu'elle a senti que plusieurs États membres perdaient patience et s'apprêtaient à prendre des législations nationales sur la question de l'intelligence artificielle. Donc ça a clairement poussé la Commission à avancer dans le dossier. Et par ailleurs, le Parlement européen a lui-même voté une recommandation, a fait un appel du pied à la Commission européenne en disant « il est temps d'agir ». Donc il y a eu ces stimuli politiques, il y avait un consensus politique pour que la Commission aille de l'avant. Alors on en arrive ici dans du plus dur. Quelle est la fiche technique, en quelque sorte? Il y a eu un processus de consultation qui a été organisé, comme toujours, pour le droit dérivé, qui a connu un certain succès, puisque en comparaison à de nombreuses consultations, les réponses ont été plus nombreuses et assez diversifiées quant aux personnes qui ont répondu, puisqu'il n'y a pas eu que le secteur privé, mais vous avez eu de nombreux citoyens, autorités publiques et universités qui ont également apporté leur vision de la chose pour améliorer le projet de la Commission européenne. Chose étonnante, l'analyse d'impact qui est obligatoire a eu lieu et a abouti finalement à un premier rejet. Le comité de réglementation a rejeté le projet et j'ai cherché assez longtemps à trouver les raisons de ce rejet, quels étaient les motifs, et je n'ai pas trouvé ce document. Donc je ne peux pas vous dire, je devrais continuer les recherches, je ne sais pas pourquoi. Ce qu'on peut juste lire dans la proposition, c'est que les commentaires qui ont été faits lors de ce rejet ont été pris en compte et que le projet a été amélioré à la lumière de ces commentaires, mais je ne sais pas les commentaires. Donc on a l'analyse d'impact suivante qui, elle, a été adoubée, mais je n'ai pas la première. Donc là, il y a encore quelque chose sur lequel je dois approfondir, mais donc, en tout cas, l'analyse d'impact ne fut pas un long fleuve tranquille. Point très important, parce qu'elle donne le ton de cette proposition de règlement, c'est que la base juridique sur laquelle cette proposition est fondée est l'article 114 du TFUE, qui est la base, par excellence, par défaut, de toute intervention législative concernant le marché intérieur. Donc ici, la Commission pose le projet en disant « c'est une réglementation visant à réglementer le marché intérieur ». C'est très très clair. Et elle a ajouté l'article 16 également comme base juridique pour justement les questions liées à la biométrie, l'article 16 étant la base juridique sur la protection des données. Mais c'est avant tout un article 114 du TFUE, c'est donc une réglementation commerciale. Soyons très clairs. Autre point qui ressort très fort des nombreux considérants, c'est que ici, c'est une harmonisation totale. Les États membres n'ont plus de marge de manœuvre. Alors qu'on est dans une compétence partagée, normalement,
on pourrait imaginer que l'Union européenne harmonise une partie de la question et que les États membres gardent des marges de manœuvre nationales. Ici, pas du tout. Dans le discours, la Commission dit non, non, c'est une harmonisation totale. Vous devez donc appliquer le droit européen tel que nous vous le proposons. Elle a juste laissé un tout petit peu de marge de manœuvre au niveau de la gouvernance et au niveau des autorités nationales de contrôle. Mais globalement, quant aux règles matérielles, on est ici sur quelque chose qui, normalement, sera commun et qui est d'ailleurs renforcé par l'instrument utilisé. Il n'est pas ici question d'une directive qui doit être transposée par les États membres. Non, ici, c'est un règlement, et le règlement, selon le texte du traité, il est directement applicable dans tous ses éléments dès sa publication au journal officiel. Donc, on est ici sur l'instrument législatif le plus puissant en termes d'intégration européenne. Un petit point sur le statut de la proposition. La Commission a donc proposé ce texte en avril 2021. Le Conseil s'est emparé du dossier et au cours de la présidence passée, la présidence slovène, je crois que c'était en novembre 2021, la présidence slovène a publié une position commune des États membres où elle indiquait un certain nombre de modifications, plus particulièrement, en particulier sur la question du champ d'application du règlement, et il désirait le réduire, mais on y reviendra. Donc on est actuellement au niveau du Conseil qui a proposé une première position, et le Parlement, quant à lui, est encore en train d'instruire le dossier, et on a attribué le dossier à la Commission marché intérieur, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de position du Parlement européen sur cette question. Donc, ce que l'on va vous enseigner aujourd'hui doit encore être complété par des acteurs essentiels, je voulais absolument le dire. Il y a encore beaucoup de modifications qui peuvent arriver. Deuxième souci que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que la Commission européenne n'a pas fait que proposer un nouveau règlement concernant l'intelligence artificielle. Au cours de la période la plus récente, elle a proposé de nombreuses autres législations sur des aspects qui sont directement ou indirectement liés à l'intelligence artificielle et qui font l'objet de propositions, elles aussi. Et donc, ces textes sont sur la table, mais ne sont pas définitifs. Et donc, je pense en particulier au Digital Service Act, au Digital Market Act, à la directive sur les machines et produits connexes, la responsabilité des produits relatifs à l'IA ou le Data Governance Act, qui ont tous des chapitres ou des impacts directs sur la compréhension et la réglementation de l'intelligence artificielle. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de ce projet. Cela étant dit, je te donne le micro, s'il te plaît. Merci. Oui, c'est... Bon, je vais le tenir comme ça. Bonjour à tous. Et donc, j'embraye sur le projet en tant que tel et en particulier sur la philosophie du projet. Comme Arnaud vous l'a expliqué, c'est un texte qui est excessivement long, qui est excessivement technique, qui est excessivement compliqué. Donc évidemment, dans le temps qui nous est imparti, c'est impossible de voir tout en revue. Et donc l'idée ici sera de vous donner les lignes générales, de comprendre comment ça fonctionne et surtout comment l'Union européenne et la Commission en particulier ont pensé cette proposition pour s'attaquer à la question de l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris de ce fameux tour d'horizon de la situation, que ce soit au niveau mondial ou européen, de préoccupations ont été au centre de la proposition de la Commission européenne de constats. Dans un premier temps, d'abord, les systèmes d'intelligence artificielle, c'est une chance, c'est une opportunité. Ça peut apporter énormément d'avantages compétitifs aux entreprises européennes et on sait à quel point l'Union européenne place l'économie au cœur de sa construction et lui accorde une importance particulière. Donc c'est important, certes, de réglementer les systèmes d'IA, mais c'est surtout aussi important de ne pas mettre des freins à l'innovation. Et qui dit innovation dit aussi nécessité de pouvoir investir et de faire en sorte que les États membres développent la capacité des entreprises à développer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier volet important dans la stratégie des institutions européennes.
Et ça conduit à l'adoption ou à la mise en place de différents instruments. Et l'un d'entre eux que vous connaissez sans aucun doute, c'est le plan de relance économique, un Next Generation EU. Et si vous en avez entendu un peu parler, un des pans importants de la relance européenne à la suite du Covid, eh bien, c'est surtout la relance numérique. Et donc, c'est de faire en sorte que les États et les entreprises investissent dans ce domaine. Et donc, parmi ces différents systèmes, je vous ai mis quelques exemples de systèmes d'intelligence artificielle qui sont considérés par la Commission comme étant positifs, comme devant être mis en place. Mais d'un autre côté, et on l'a tous compris, en particulier au cours des séances passées, ces systèmes d'intelligence artificielle, ils présentent aussi un certain nombre de dangers, et en particulier pour les droits fondamentaux des citoyens européens, qui, au niveau de l'Union européenne, vous le savez sans doute, sont garantis par un instrument qui a la même valeur juridique que les traités, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et dans ces droits fondamentaux qui sont susceptibles d'être affectés, la liste est excessivement longue. Vous avez des droits qui sont plutôt individuels, comme par exemple la protection des données et la vie privée, le droit à un recours effectif, etc. Mais vous avez aussi des droits comme par exemple la liberté d'expression et la possibilité de manifester son opinion, qui peuvent à un moment donné ou à un autre être affectés par des systèmes d'IA, par exemple en générant un effet dissuasif sur la possibilité, par exemple, de se réunir, de manifester. Si vous pouvez être identifié précisément en temps réel sur le fait que vous manifestez contre les mesures sanitaires, vous pouvez être classé dans un fichier et puis mené dans une petite case. Et puis voilà, c'est important de le savoir, c'est important de contrôler ce genre de système. Par conséquent, l'Union veut mettre en place 2 écosystèmes. C'est vraiment la terminologie qui est utilisée par la Commission européenne. Un écosystème d'excellence, favoriser l'innovation, investir dans l'IA. Et puis, un écosystème de confiance. Ici, l'interlocuteur, eh bien, c'est vous, c'est moi, ce sont les citoyens européens. Faire en sorte que le cadre juridique qui soit développé en matière d'intelligence artificielle eh bien, permette de protéger ou en tout cas de ne pas affecter négativement les droits fondamentaux des citoyens européens. Et c'est précisément l'objet de la proposition que l'on examine ensemble aujourd'hui. C'est donc déjà un pas important, en tout cas au niveau de la philosophie de la Commission européenne, de reconnaître ces risques qui sont associés à l'intelligence artificielle et de reconnaître la nécessité d'établir des normes qui ne soient pas uniquement destinées à favoriser leur développement, mais qui soient aussi destinées à mettre en place, et on l'a cité, des systèmes qui soient éthiques et qui soient centrés sur l'humain, c'est-à-dire qui permettent d'améliorer nos vies, d'améliorer nos conditions, et non pas de menacer nos droits fondamentaux. Donc tout ça, ce n'est pas du tout notre opinion personnelle, c'est celle en tout cas de la Commission européenne, c'est important. Et donc pour mettre en place une telle réglementation, il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées. Une première piste, c'est la mise en place d'un système de labels, mais qui sont non contraignants. Donc les labels, vous pouvez déléguer cette forme de certification à des autorités particulières qui vont mettre en place des normes. Si vous répondez à ces exigences, eh bien, vous pouvez obtenir le label. Très souvent, dans le droit de l'Union européenne, en tout cas dans d'autres domaines du droit de l'Union européenne, ces labels ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que les entreprises, je pense par exemple au domaine des marchés publics, doivent avoir la possibilité de démontrer qu'ils remplissent les conditions associées du label, même s'ils n'ont pas tel ou tel label particulier. Deuxième option, c'est une approche sectorielle, c'est-à-dire que secteur par secteur, dans chaque politique de l'Union européenne, réglementer la question de l'intelligence artificielle. Par exemple, en matière de protection des consommateurs, adopter un règlement spécifique dans le domaine, etc. etc. C'est très laborieux, évidemment, et puis ça demande de pouvoir jongler avec un nombre potentiellement important de textes. Troisième approche, c'est une approche horizontale, c'est-à-dire qu'on va adopter un acte qui va s'appliquer de manière transversale dans toutes les politiques de l'Union européenne. Et là aussi, plusieurs possibilités. Une approche qui soit fondée sur les risques, c'est-à-dire que vous allez prévoir des exigences qui vont s'imposer au système d'IA en fonction des risques qu'il présente pour les droits fondamentaux. Plus votre système est menaçant en quelque sorte, plus vous allez devoir répondre à des exigences, voire ne pas pouvoir tout simplement les développer, les commercialiser. Et dans cette approche sur les risques, il y a aussi une petite option supplémentaire qu'on peut mettre en place, c'est ce qu'on appelle les codes de conduite, c'est amener les fournisseurs de certains systèmes d'IA qui sont à faible risque, par exemple pour les droits fondamentaux, à quand même respecter des exigences supplémentaires, mais cette fois-ci sur une base volontaire.
Ou alors, autre possibilité, c'est cette fois-ci réglementer de manière transversale, horizontale, tous les systèmes d'intelligence artificielle, mais pas en distinguant selon les risques qu'ils présentent, en mettant en place des exigences uniformes qui vont s'appliquer à tous ces systèmes-là. Alors le choix qui a été fait, c'est la troisième option qu'on vous a mis en exergue sur le slide, et c'est cette fois-ci de prévoir effectivement une approche réglementaire horizontale. Donc le règlement qui est aujourd'hui en train d'être débattu au sein du pouvoir législatif européen a vocation à s'appliquer dans les différentes politiques de l'Union européenne. Et donc, c'est très important de voir comment il va pouvoir s'articuler avec d'autres réglementations qui existent déjà. On pense principalement au RGPD, mais d'autres, comme Arnaud vous l'a expliqué, qui sont aussi en train d'être construites. Ça signifie également que l'approche qui a été suivie par les institutions européennes, par la Commission, est une approche ex ante principalement. Même si vous allez avoir un contrôle ex post des systèmes d'intelligence artificielle, l'aspect principal, c'est que les fournisseurs, les entreprises, vont devoir s'assurer du respect du règlement par les systèmes qu'ils sont en train de développer avant même leur mise sur leur marché ou leur mise en service. Donc c'est en amont que ce contrôle va principalement intervenir. Et cela signifie aussi, mais ça c'est une question évidemment qui est ouverte au débat, qu'en acceptant de réglementer toute une série de systèmes d'intelligence artificielle, implicitement, on admet leur existence. Exemple, on va classer parmi des systèmes d'IA qui présentent des risques importants, des systèmes qui peuvent être utilisés en matière pénale, par exemple, pour aider à la décision en matière de justice. Donc il y a la question évidemment, comment va-t-on développer ces systèmes? Quelles garanties ils doivent inclure? Mais en amont, il y a tout de même une question fondamentale dans nos sociétés démocratiques, c'est est-ce qu'on veut une société qui utilise ces systèmes? Et là, la réponse implicite de l'Union, c'est oui, on veut entrer dans ce genre de société, on va juste prévoir à quelles conditions on souhaite y entrer. Et je repasse la parole à Arnaud. Alors, qu'entend-on par intelligence artificielle au sens du règlement? Finalement, c'est ça qui est important. C'est une des questions essentielles. Je vous ai remis le texte de la proposition de règlement. Ce sont tous les logiciels qui sont... l'intelligence artificielle qui est développée au moyen d'une ou plusieurs techniques et approches énumérées à l'annexe 1. Je vous ai remis l'essentiel de l'annexe 1 ci-dessous. Et qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer, et là c'est un rappel de ce que vous avez vu avec Benoît Friedman, des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations et des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. Alors, concernant les techniques qui sont identifiées, il y a 3 techniques qui sont identifiées. Je commencerai par la plus basse, la C, qui est sans doute historiquement la première, qui demande le moins grand nombre de données pour pouvoir tourner. Ce sont les approches statistiques, estimation bayésienne. J'ai essayé de comprendre de quoi il s'agit. J'ai une définition à vous donner, mais je ne pense pas qu'elle soit plus claire que cela. Donc, on va rester approche statistique, méthode de recherche et d'optimisation. Un exemple de ces approches-là, ce sont les logiciels de première génération pour les outils de prédiction de crimes qu'on a déjà rencontrés plusieurs fois dans le cadre de ce cours. Donc ça, c'est quand on n'a pas un grand nombre de données, ce sont les approches plutôt historiques. Ensuite, vous avez les approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris les représentations des connaissances, la programmation inductive, les bases de connaissances, les moteurs d'inférence et de déduction, le raisonnement symbolique et les systèmes d'experts. Là, je vous fais référence à ce que nous avons très bien vu avec David Restrepo à Marilé, c'était le principe, le programme BERT, et son variant français qui nous avait fait sourire, Camembert. Et j'ai vu qu'il existait même encore un autre variant français qui était Flaubert, que je trouvais plus joli, et qui est en fait une manière de... Enfin, David vous l'a bien expliqué, mais Google l'utilise justement dans son algorithme pour affiner les recherches en se basant justement sur ces méthodes langagières dans le moteur de recherche. Enfin, et celle-ci demande des données plus importantes pour être réellement performantes. Et enfin, troisième technique, les approches d'apprentissage automatique, y compris d'apprentissage supervisé et non supervisé et par renforcement, et utilisant une grande variété de méthodes, y compris
le deep learning, l'apprentissage profond. C'est ce que nous connaissons tous, par exemple, Siri. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, à ma connaissance, ce sont toutes les techniques qui sont ici envisagées. Elles sont ici listées, identifiées, mais ce sont vraiment toutes les techniques. Et donc, on a ici une définition très, très large. Pourquoi? Mais la Commission le dit clairement. C'est pour éviter les stratégies de contournement. Parce que si on laisse une petite zone d'ombre, vous êtes sûr que beaucoup de fabricants, de développeurs vont foncer là-dedans pour échapper finalement aux obligations telles que contenues dans la réglementation. Et donc, pour éviter cette stratégie de contournement, eh bien, la Commission a voulu ratisser large dans sa définition. Il y a toutefois, pour être complet, 3 exclusions qui sont, et importantes, qui sont identifiées. Tout ce qui a des fins militaires et de sécurité nationale, un grand classique, mais ça ne représente, ce n'est pas rien de pouvoir développer cela sans avoir les obligations du règlement à respecter, à des fins de recherche et de développement, et enfin pour les autorités de pays tiers et organisations internationales, la coopération policière et judiciaire. Donc vous avez des exclusions. Et là, ça me permet de rebondir sur l'actualité, c'est que comme me l'a bien informé Sergi Battel, la présidence slovène et sa position au niveau du Conseil des États membres sont revenus sur cette définition en disant la Commission, non, c'est trop large. C'est trop large. Nous préférerions que tout ce qui, on va dire, tout ce qui sont les approches plus historiques, plus anciennes, soit exclu du champ d'application du règlement. Une illustration de systèmes qui seraient exclus selon le Conseil du règlement, ça serait par exemple les systèmes de livraison automatisés tels qu'utilisés par Amazon, des systèmes de livraison qui vous donnent le chemin. Ça ne rentrerait pas, en tout cas c'est le souhait du Conseil, que ça ne devrait pas rentrer dans le champ d'application de la directive. Donc vous voyez qu'ici il y a un enjeu politique sur ce champ d'application, affaire à suivre, j'ai envie de dire, la messe n'est certainement pas dite. Enfin, concernant les destinataires du règlement, qui est-ce que ça concerne? Ici aussi, c'est très très large. Ce sont les acteurs publics, les acteurs privés, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, dès lors que le système qui est mis en circulation, dès lors que le système est mis en circulation sur le marché de l'Union, ou que son utilisation affecte un utilisateur qui, lui, est basé au niveau de l'Union européenne. Donc, en 2 mots, on a des facteurs de rattachement on ne peut plus large, puisque un utilisateur de ce marché unique de 500 millions de personnes suffit à faire rentrer cette intelligence artificielle dans le champ d'application de la directive. Donc, à mon avis, il n'y avait pas moyen d'être plus large. Et comme le faisait remarquer Grigory Lefkovitch dans une conférence précédente, ce système de droit avec une extraterritorialité forte n'est pas sans poser des grands problèmes, puisqu'on peut imaginer que les États-Unis vont eux-mêmes prendre leur cadre réglementaire avec une dimension extraterritoriale. Ils sont d'ailleurs habitués à le faire dans beaucoup d'autres domaines. On peut aisément penser que la Chine fera la même chose, voire toute une série d'autres acteurs, mais pour ne prendre que ces 2-là. Et donc, mettez-vous dans les chaussures d'un producteur. Il va devoir, en fonction du marché, en fonction des utilisateurs, devoir rencontrer les exigences de ces 3 systèmes, pour reprendre mon exemple juridique, et va donc être confronté à de grands problèmes réglementaires et de production. Donc, dans un premier temps, on est assez content, l'Union européenne va imposer son système pour en faire un système global. Oui, mais on n'est pas les seuls au niveau global, et donc ça risque de poser de très nombreux problèmes pratiques pour les destinataires. Maintenant, Louise va vous présenter cette fameuse approche sur le risque qui mérite 2-3 commentaires parce qu'elle est audacieuse. Alors, un des intérêts de cette approche, et qui est fort mis en avant par la Commission européenne, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui dure dans le temps. On est dans un domaine qui est éminemment évolutif, et donc l'idée, c'est que tous les 5 ans, il ne faille pas revoir la réglementation en matière d'intelligence artificielle, mais prévoir un cadre, des règles qui vont constamment s'adapter à l'évolution des technologies.
Initialement, 3 degrés de risque, on va dire, étaient identifiés, en sachant que là aussi, la question est susceptible d'évoluer, puisque l'ajout d'une éventuelle 4e catégorie est proposé par le Conseil. Donc, dans la proposition de la Commission, 3 niveaux de risque. Premier niveau de risque qui est en quelque sorte le plus simple, en tout cas au niveau de la réglementation, parce que tout simplement, ces systèmes d'intelligence artificielle vont être interdits, d'accord, dès lors qu'ils présentent un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. On touche toute une série de systèmes qui sont susceptibles de conduire à une forme de manipulation, d'exploitation, de contrôle social des citoyens européens. Un exemple dont on a beaucoup parlé, notamment parce qu'il a été mis en place en Chine, c'est par exemple la notation sociale des citoyens. Eh bien, a priori, telle qu'elle a été imaginée en Chine, avec une notation qui est effectuée à des fins générales de tous les citoyens sur le territoire, ne serait pas permise, serait interdite par le règlement sur l'intelligence artificielle. Les risques sont considérés comme tout simplement trop importants. Deuxième catégorie, c'est cette fois-ci la catégorie où les systèmes présentent des risques importants et donc dès lors vont être soumis à des exigences obligatoires pour essayer de minimiser, de faire disparaître ces risques pour les droits fondamentaux. Et donc là, on retrouve énormément de systèmes qui vont être classés dans cette catégorie. Je vous en ai remis déjà certains sur le slide, mais vous verrez qu'il y en a de très nombreux et qui sont notamment listés dans une annexe par la Commission européenne. Et donc, l'approche qui a été choisie, c'est essentiellement intégrer les exigences de la réglementation sur l'intelligence artificielle au moment même de la conception du système algorithmique. Une fois que ces exigences ont été intégrées, l'opérateur va évaluer et puis mettre sur le marché le système d'IA. Et enfin, on a la troisième catégorie, où cette fois-ci, ce sont les systèmes d'IA qui représentent des risques qui sont jugés comme étant relativement faibles ou minimales. Et donc, ces systèmes vont être soumis à des obligations particulièrement allégées, qui peuvent être grossièrement résumées comme étant des obligations en matière de transparence. Par exemple, le fait que le citoyen, la personne qui interagit avec un système d'IA de ce type, soit au courant du fait que c'est bien un système d'IA. Là aussi, un exemple, c'est par exemple les deepfakes, qu'on connaît à peu près tous et qui est considéré, en tout cas dans la proposition, comme représentant peu de risques. Même si on se l'imagine tous, si on en était un jour victime, au niveau individuel, il y a quand même des dommages importants qui peuvent être causés. Donc là aussi, il y a un arbitrage à effectuer au niveau des différents systèmes d'IA et donc des choix qui ont été opérés par la Commission européenne. Ainsi que Arnaud vous l'a déjà souligné, à partir du moment où on décide d'harmoniser totalement ces matières, si un système d'IA est classé comme étant à faible risque ou à risque important mais quand même gérable, eh bien les États membres ne vont pas pouvoir décider autre chose. Ils ne vont pas pouvoir, par exemple, les interdire sur leur territoire. Premier système d'IA qui est particulièrement intéressant, ce sont donc à haut risque. Alors là, il y a une petite distinction technique qui est opérée dans la proposition de règlement entre les systèmes d'IA qui vont être intégrés comme composants de sécurité ou qui forment eux-mêmes le produit, donc comme par exemple certains dispositifs médicaux, et puis d'autres systèmes d'IA qui sont qualifiés d'autonomes et qui vont être énumérés dans une annexe au règlement, c'est la troisième annexe. Et pour intégrer ces systèmes d'IA dans le règlement, différents critères vont être pris en considération, comme par exemple la finalité, comment les résultats vont être utilisés, le nombre de personnes qui sont potentiellement affectées, la vulnérabilité de ces personnes. Par exemple, est-ce que vous faites partie ou est-ce que ça peut affecter des personnes qui sont des groupes qui doivent bénéficier d'une protection particulière, comme les personnes en situation de handicap. Cette annexe, elle énumère 8 domaines. Dans ces domaines, on va toucher, par exemple, certains IA en matière pénale, en matière d'emploi, en matière d'accès à l'enseignement, à la formation professionnelle, etc. Ces 8 domaines, à chaque fois, on va intégrer des systèmes d'IA. Donc vous avez plus que 8 IA qui sont prévus dans la proposition de règlement, mais elles vont tout simplement être rattachées à 8 domaines. Ces domaines, ils sont gravés dans le marbre.
en tout cas dans l'état actuel de la proposition, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être modifiés. On ne peut pas en enlever, on ne peut pas en rajouter. Tout ce que la Commission peut faire, et elle a reçu une compétence à cet égard, en tout cas, elle aimerait bien recevoir une compétence à cet égard, c'est de pouvoir ajouter des systèmes d'IA dans chacun de ces domaines. Par exemple, vous en avez qui sont utilisés notamment en France dans Parcoursup pour déterminer l'accès ou l'affectation à certains établissements d'enseignement supérieur. Par exemple, pour aussi sélectionner certains travailleurs pour leur accorder des promotions, pour les embaucher. En matière pénale aussi, la question est là peut-être d'autant plus épineuse, par exemple pour essayer de détecter ou d'évaluer la probabilité de la commission de certaines infractions, pour détecter des émotions. Pour, par exemple, aider le juge pénal à prendre certaines décisions. Vous avez des systèmes qui existent notamment aux États-Unis, où le juge qui doit remettre une personne qui a été condamnée en liberté sous liberté conditionnelle va bénéficier de l'aide d'un algorithme qui va évaluer la probabilité que cette personne récidive. Donc ça peut couvrir énormément de systèmes différents. Oui. Concrètement, on voit à peu près de quoi il retourne lorsqu'on parle de ces systèmes qui présentent des risques importants. Ils vont être soumis à toute une série d'exigences obligatoires qui sont listées dans le règlement et qui vont donc, comme je vous le disais, être intégrées directement au moment de leur développement. Par exemple, au niveau des données, ça paraît assez logique, évidemment, il faut s'assurer de respecter toute une série de règles concernant la collecte des données, le traitement des données, la possibilité d'identifier d'éventuels biais au moment de la mise en place du système, la documentation technique qui va accompagner tout le système et qui est un élément qui paraît certes rébarbatif mais très important, puisque c'est ça qui va vous fournir les explications nécessaires sur la manière dont fonctionne le système, sur les résultats qui vont être produits, etc. et qui va permettre aux citoyens, en tout cas c'est la théorie, de comprendre le système et éventuellement d'en contester les effets. Vous avez d'autres obligations qui vont porter sur la traçabilité, des obligations de transparence et de fourniture d'informations, de contrôle humain également, et puis autre chose que l'on a déjà mentionné autour de la cybersécurité et de la robustesse et de l'exactitude des systèmes qui vont être développés. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes ces obligations dans le règlement, je vais plutôt m'intéresser au processus en tant que tel, qui est assez intéressant. Première étape, vous êtes un opérateur, vous êtes une start-up, vous voulez développer un système d'intelligence artificielle. Vous tenez compte, bien entendu, de ce nouveau règlement qui a été adopté par l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle. Vous intégrez ces différentes exigences que l'on vient de rapidement passer en revue dans le design, dans la conception même de votre système. Et ensuite, il va falloir déterminer s'il est effectivement ou non conforme à la réglementation européenne. Et là, le système qui a été mis en place est, dans la très très grande majorité des cas, un système de contrôle interne. D'accord ? Dans la très grande majorité des cas, c'est-à-dire sur 7 domaines. Je vous avais expliqué qu'il y avait 8 domaines dans l'annexe. Eh bien, 7 domaines, c'est cette procédure-là, et un 8e domaine, c'est une autre procédure. Mais donc, dans la très grande majorité des cas, c'est un contrôle interne, c'est-à-dire que le fournisseur, il va lui-même évaluer le respect des exigences en la matière par son système d'intelligence artificielle. Il y a une option à ce moment-là, c'est la possibilité que, en construisant votre système d'IA, vous ayez quand même respecté des règles au niveau européen, soit des normes techniques harmonisées, soit des spécifications communes qui ont été adoptées par la Commission européenne. Si votre système respecte une des deux catégories, il est présumé, d'accord, vous avez une présomption qui s'applique, il est présumé respecter la réglementation sur l'intelligence artificielle. Deuxième étape, pour les IA à haut risque, ces systèmes vont ensuite être enregistrés sur une base de données publique. Évidemment, l'idée de cette base de données publique, c'est que vous puissiez aussi y avoir accès et pouvoir vérifier la manière dont fonctionnent ces systèmes et éventuellement les contester en justice. En amont, cela suppose évidemment que les utilisateurs comprennent la manière dont le système a été construit et soient capables d'interpréter les résultats. Tout à chacun n'en est pas toujours capable. Ça demande évidemment des compétences numériques, algorithmiques assez importantes et poussées.
Le fournisseur passe ces différentes étapes, il peut ensuite commercialiser son produit. Et tout au long de la vie de ce produit, il va être surveillé pour voir si d'éventuels problèmes surviennent, des dysfonctionnements, par exemple. Là aussi, des obligations s'imposent, notamment de notification aux autorités compétentes lorsque un problème au niveau d'un système est détecté, voire éventuellement, lorsque ce problème est important, une obligation de retrait ou de rappel du système en question. Et puis enfin, comme je vous le disais, certes, on a ce fort contrôle qui est exercé par les opérateurs, mais on a quand même un contrôle ex post du marché qui est opéré par les autorités nationales de contrôle, qui, lorsqu'elles sont averties d'un problème, peuvent mener leur propre investigation et prendre toute une série de mesures. Par exemple, demander des mesures correctrices au fournisseur qui a développé le système en question. Donc là, on voit bien directement que dans la manière dont on a conçu cette procédure, il y a quand même une confiance assez importante qui est placée dans les opérateurs économiques. Pourquoi pas ? Il ne faut pas voir le mal partout, mais d'un autre côté, ces opérateurs économiques, qui sont ceux qui vont vendre ces systèmes d'intelligence artificielle, ils ont un certain intérêt à ce qu'ils soient mis sur le marché. Et donc, est-ce qu'à un moment donné ou un autre, il n'y aura pas un petit conflit qui va apparaître au moment de l'évaluation ex ante et la possibilité que certains systèmes d'IA soient évalués positivement par un opérateur, alors qu'en réalité, certaines exigences ne sont pas rencontrées, et une surveillance ex post qui va être opérée au niveau national, mais, et on le verra, c'est un des points importants, qui va dépendre aussi des moyens que les États vont mettre dans cette surveillance et du nombre de personnes qui vont être engagées pour surveiller les marchés. Et là, eh bien, ce n'est pas du tout certain que les moyens financiers soient débloqués au niveau national et que ces autorités aient tout simplement les capacités administratives d'assurer une surveillance efficace et globale de ce marché. Et puis, dernière catégorie que je vous avais mentionnée, en tout cas dans la proposition de la Commission, ce sont ces systèmes qui, a priori, présenteraient relativement peu de risques pour nos droits fondamentaux. Et ils sont identifiés par la Commission européenne comme ceux qui interagissent avec les humains, comme ces petits chatbox que vous pouvez avoir lorsque vous visitez un site Internet, qui sont utilisés pour détecter les émotions ou déterminer l'association avec certaines catégories sociales sur base de données biométriques et qui génèrent ou manipulent des contenus. Comme je vous le disais, ça peut tout de même présenter un risque assez important et en outre, au niveau individuel, et puis en outre, vous avez certaines exceptions qui sont prévues. Et d'ailleurs même, parfois, la réglementation, les termes qui ont été utilisés nécessiteront une clarification. L'article 52 qui traite de ces systèmes nous dit que les individus doivent être informés du fait qu'ils interagissent avec un système d'IA, sauf si cela ressort clairement des circonstances et du contexte d'utilisation. Donc ça va être éminemment dépendant de chaque personne. Ma grand-mère ne va sans doute pas avoir la même appréciation que moi-même, selon aussi notre sensibilité à ces questions algorithmiques. Et là aussi, je vous l'ai déjà mentionné, donc les obligations sont relativement faibles, elles sont essentiellement limitées à des obligations d'information et de transparence, avec tout de même quelque chose que l'on retrouve assez souvent dans la logique européenne, d'essayer de pousser les acteurs à s'engager à respecter des normes supplémentaires, mais donc ici sur une base volontaire, via des codes de conduite que les acteurs eux-mêmes vont pouvoir développer et mettre en place, ou des organisations qui représentent ces acteurs. Et évidemment, vous ne devez pas nécessairement respecter toutes les exigences obligatoires qui s'appliquent aux IA à haut risque, mais vous pouvez par exemple vous dire je respecte en matière de durabilité environnementale dans un autre domaine ou dans un autre domaine. De cet examen, on peut en tirer en tout cas deux grands éléments à ce stade-ci. Le premier élément, c'est que le choix qui a été opéré, c'est de mettre en place une compliance by design, c'est-à-dire d'intégrer directement les normes en matière de régulation de l'intelligence artificielle dans les systèmes en eux-mêmes, c'est-à-dire les systèmes eux-mêmes vont intégrer le droit. Je vous ai remis deux petits exemples d'articles qui intègrent cette logique, l'article 13 et l'article 52. Et d'autre part, le choix a aussi été certes de réglementer de manière horizontale cette question, mais d'adopter une posture de co-régulation descendante.
En d'autres termes, l'Union européenne va établir un cadre juridique, va établir les normes, mais une certaine marge de manœuvre est laissée aux opérateurs économiques qui, dans ce cadre juridique qui est tracé, vont pouvoir quand même opérer certains arbitrages. L'exemple le plus récent qu'on vient de voir, c'est ces fameux, par exemple, codes de conduite. Alors, évidemment, dans ce genre de réglementation, un aspect important, c'est aussi la possibilité de prévoir toute une série de sanctions. C'est le cas, des sanctions sont prévues, qui peuvent être assez importantes, notamment les sanctions administratives en termes financiers pour les entreprises qui ne respecteraient pas la future réglementation européenne en matière d'intelligence artificielle. Un pan qui est assez important et qui, à ce stade en tout cas, suscite quelques questionnements, c'est la possibilité de contester des systèmes d'IA, éventuellement en justice, en particulier pour les personnes privées. Vous, moi, les personnes physiques. C'est très clair, en tout cas dans l'esprit de la Commission européenne, c'est que des voies de droit doivent être prévues pour permettre à des particuliers de contester les résultats, par exemple, qui sont produits par un système d'intelligence artificielle. Mais en l'état, on en demeure là, c'est-à-dire qu'on renvoie la balle aux États, ils sont chargés de prévoir ces voies de droit, de faire en sorte qu'elles respectent les exigences, en particulier en termes de procès équitable et d'accès effectif à un juge, qui sont garanties, je vous le rappelle, tant par la Convention européenne des droits de l'homme que par la Charte des droits fondamentaux. Alors, en droit de l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inhabituel. On le sait, le premier juge en droit européen, c'est le juge national. Et donc, déjà, de manière générale, les États ont cette obligation de prévoir des voies de droit et de procédures qui permettent aux particuliers de contester ou en tout cas d'assurer la protection des droits qu'ils tirent du droit de l'Union. Donc là, le principe est à peu près le même, mais dans une réglementation aussi technique, aussi compliquée et qui nécessite aussi des compétences particulières pour l'appréhender correctement, il aurait peut-être été utile de prévoir certains accès facilités, par exemple, pour pouvoir contester certains systèmes d'IA ou certains résultats qui sont produits par ces systèmes. Et enfin, dernier point assez important, c'est la question de la gouvernance. Là aussi, on retrouve une idée qui est assez, alors peut-être pas classique, mais en tout cas qui s'applique dans d'autres domaines au niveau européen, c'est une gouvernance à plusieurs niveaux. Avec au niveau européen un cadre de gouvernance qui sera un futur comité européen de l'intelligence artificielle, qui va être composé à la fois de représentants des États membres, en particulier des autorités nationales en la matière, et de représentants de la Commission européenne, et qui va recevoir plusieurs tâches. Des tâches consultatives, c'est-à-dire émettre des avis, des recommandations sur l'application de la réglementation future à adopter en matière d'intelligence artificielle. Aussi un rôle d'expert que ce comité va pouvoir jouer auprès de la Commission européenne sur toutes les questions en matière d'intelligence artificielle. Et puis, tout de même, assurer la coopération et une certaine coordination entre les autorités nationales et faire en sorte que ces autorités puissent échanger les meilleures pratiques en matière de surveillance des marchés. Et donc, au niveau national, là aussi, les États membres ont une certaine marge de manœuvre. Ils vont désigner une ou plusieurs autorités nationales qui vont être compétentes en lien avec le règlement. Ils ne sont pas nécessairement obligés de créer des structures existantes. Ils peuvent recourir à certains organes qui sont déjà mis en place au niveau national, en sachant qu'à tout le moins l'un d'entre eux sera l'autorité nationale de contrôle. Cela laisse présager un certain nombre de difficultés en termes évidemment de coordination. On imagine que certains États vont peut-être effectivement désigner plusieurs instances et donc là il y aura un arbitrage aussi à faire entre leurs responsabilités et voir comment cette articulation prend place et si elle ne met pas en péril l'efficacité évidemment de cette gouvernance. Et on en arrive à un autre point qui est assez intéressant et qu'on voulait vous mettre en avant, qui sont les bacs à sable réglementaires. Alors là, l'idée de cette proposition, en tout cas de cet article dans la proposition de la Commission européenne, c'est d'éviter que certaines structures, en particulier les PME, les petites et moyennes entreprises, ne soient assommées par la masse d'obligations qui doivent être respectées dans le cadre de cette réglementation, et de leur permettre de développer tout de même certains systèmes d'intelligence artificielle
en bénéficiant, alors pas tout à fait d'un passe-droit, mais en tout cas d'un allègement pendant une certaine période de temps de contraintes qui peuvent normalement peser sur elles. L'idée, et je vous ai remis les principaux objectifs, c'est donc toujours cette innovation qui est au cœur de la perspective européenne, la sécurité juridique pour les fournisseurs, améliorer le contrôle des autorités nationales et accélérer l'accès au marché. Donc ces bacs à sable réglementaires, comment vont-ils fonctionner ? Ils vont être mis en place par exemple, une entreprise qui veut développer un système d'intelligence artificielle en matière pénale, qui veut le commercialiser auprès de l'administration de l'État et qui va leur proposer, par exemple, d'identifier quel profil serait le plus susceptible d'avoir commis une infraction. Toute une série de problèmes, on le voit directement, peuvent se poser en termes de protection des droits fondamentaux. On se trouve dans des IA qui vont être assez lourdement réglementées. Ce sont des IA à haut risque. Et donc, évidemment, vous avez un frein important à l'innovation. Donc, cette entreprise, elle va négocier avec l'autorité nationale de surveillance un cadre, un bac à sable réglementaire dont je vous ai remis la définition, c'est-à-dire un environnement contrôlé pour mettre à l'essai des technologies qui sont novatrices pendant une période de temps qui aura été déterminée de manière précise sur la base d'un plan d'essai convenu avec les autorités compétentes. Alors, c'est assez large, on peut imaginer plein de choses. A priori, cela permettrait de développer ces systèmes en vérifiant quels sont les types de dangers qu'ils posent pour les droits fondamentaux et en adaptant alors leur conception aux dangers qui ont été identifiés. On verra comment ils vont être mis en place, mais donc ça peut être une source assez importante, à la fois évidemment d'innovation, on le comprend bien, mais aussi de périodes pendant laquelle certains droits fondamentaux pourront être mis en péril, pourront être atteints lors de cette vérification sur est-ce que mon système que je suis en train de développer pose ou pas problème, pourrait ou non répondre aux exigences du règlement sur l'intelligence artificielle. Merci Louise. Je vois que nous parlons depuis 1 heure et 2 minutes. Et le cahier de charge était assez clair. C'est 1 heure pour vous faire une présentation et le reste pour discuter. Alors, nous avons préparé une conclusion, mais peut-être que nous pourrions la mettre entre parenthèses et plutôt privilégier le débat et un plus grand temps pour les questions. Je pense que ça sera sans doute ce qui sera le plus profitable pour tous. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons que les balises conceptuelles et les explications ont été suffisamment claires pour permettre un débat de qualité et on est là pour essayer de répondre à vos questions, même si vous l'avez compris, tout n'est pas cristallin actuellement dans cette proposition de règlement. Merci beaucoup.